Et salut tout le monde, bienvenue dans cette magnifique chaîne YouTube qu'est la Maison du Grenat. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match qui nous a un peu rempli de joie. Cette victoire 4-2 du FC Metz sur les terres brestoises. Un match qui a suscité chez nous de l'émotion, hein, alors de toutes sortes. Certains se sont jetés dans la Moselle très très fraîche, d'autres ont tout simplement montré leur poil de torse à tous les voisins aux alentours, hein, comme Monsieur Grenat Forever d'ailleurs, hein, qui est avec nous. Comment vas-tu, Grenat Forever, après cette magnifique victoire? Écoute, ça va. Bonjour Monsieur Socket, ça va très 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 bien, hein. Comment je ne pourrais pas aller bien après ce scénario invraisemblable qu'on a vécu hier après-midi. Oui, c'est qu'un scénario assez incroyable et forcément il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Il y a eu du bon et du moins bon pendant quand même une petite partie du match. Alors, on va bien sûr parler en détail de ce match, quelques petites choses avant. Donc, je vous rappelle que le débrief en question, il est en plusieurs parties, hein. Donc, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour accéder à la partie qui vous intéresse en priorité. Mettez bien sûr dans les commentaires votre top et flop, puisqu'on va aborder cette partie-là en fin de débrief avec Grenat Forever. Donc, voilà, dites-nous un peu quel est le joueur qui vous a déçu, au contraire celui qui vous a plutôt rendu heureux. Et il y a certains noms qui peuvent déjà, bien sûr, être évoqués parmi la communauté. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. Et dernière chose, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein. Un grand merci à ceux et celles qui se sont déjà abonnés et qui vont s'abonner par la suite. On apprécie grandement votre soutien. Grenat Forever, nous partons sans plus tarder sur les 11 des deux équipes. Parce que on avait dit en avant-match, et d'ailleurs l'avant-match est toujours disponible sur la chaîne YouTube, hein, mais que cette équipe de Brest avait son schéma, tu sais, 4-4-2 posé à plat, qui nous rappelle un peu le schéma 4-4-2 qu'avait mis Nantes, tu sais, une semaine auparavant, même si on avait très bien dit que le système de jeu, sa façon dont il va fonctionner et le plus important, la dynamique de l'adversaire dans le jeu faisait que Brest était une équipe qui allait beaucoup plus attaquer que Nantes et qui allait en plus nous poser beaucoup plus de problèmes. Rapidement, Grenat Forever par rapport à Brest, mais finalement, la question c'était par rapport à, tu sais, Erel, qui était, je crois, suspendu côté Brest 3. On se demandait qui allait bien pouvoir le remplacer. Finalement, on a une paire Duverne-Chardonnay en défense centrale, hein. Duverne qui reprend sa place de titulaire avec la suspension d'Erel, plus le brassard de capitaine. Puis sinon, oui, c'est équipe classique, hein. Peut-être un petit doute aussi au milieu de terrain. Qui à côté de Belkebla, bon, bah, toujours Paul Lannes. Jean-Lucas qu'ils ont pris au Mercato, tire toujours le banc. Donc voilà. Côté FC Metz, Grenat Forever, alors là, évidemment, nous sommes un peu dans certaines questions parce que on avait dit en avant-match qu'il y avait à quasiment toutes les lignes des interrogations sur qui mettre à tel poste. D'abord, la défense Grenat Forever. On avait dit le choix le plus logique était de mettre Fofana en tant que défenseur central gauche. Parce qu'après tout, il est le quatrième défenseur central dans la hiérarchie. D'ailleurs, les trois mousquetaires, Braun, Boy et Kouyaté. Du fait de la suspension de Kouyaté, une place se libérait. Et le quatrième étant Fofana, on dit Fofana va prendre sa place. Il y avait quand même des interrogations Grenat Forever sur éventuellement est-ce qu'un Udol aurait pu être défenseur central gauche avec même un Thomas Delaine mis en tant que titulaire, en tant que piston gauche. On avait quand même calmé le truc Grenat Forever en disant que Delaine avait fait peu d'entraînement depuis sa reprise, tu sais, d'activité, et que les probabilités de voir un Udol défenseur central gauche étaient quand même assez faibles. Au final, il n'y a pas de surprise quoi, de voir Fofana aligné à côté de Boy et de Braun, hein. Pas de surprise, il nous a encore bien bluffé en conférence de presse avec peut-être un système à 4 C'est vrai. qui aurait pu, qui est aussi peut-être un petit bluff vu comment elle a été mise sur les différents réseaux sociaux. Ah oui, c'est Mais vrai, au, t'as raison. mais au final, non, content qu'il ait perduré dans ce système à 5 avec un Fofana qui prend la place de piston gauche et qui fait décaler un John Boy beaucoup plus sécurisant que Fofana, un poste un peu de mec qui va être seul derrière quoi, dans l'axe.
Ouais, tu fais référence quand tu parles des réseaux sociaux pour un peu que je dise vite fait ce qui se passe, mais c'est vrai que quand on voit l'annonce du 11 et qu'on n'a pas le placement, on voit notamment Fofana qui est inscrit aux côtés des milieux de terrain, et on se dit, ça se trouve, on est passé à 4 avec Boy, Brown et Udol à gauche et Santons à droite. Donc, ces petites parenthèses sur pourquoi est-ce qu'il y avait une incertitude, mais finalement, on a quand même décidé de rester sur un schéma traditionnel pour la défense. Avec bien sûr Udol latéral gauche, ou piston gauche plutôt, et Santons piston droit. Le milieu de terrain, Grenoble Forever, c'était intéressant parce qu'avec donc Maïga qui finalement, un peu de manière surprenante, non seulement on apprend qu'il n'est pas titulaire, même si on avait expliqué dans l'avant-match Grenoble Forever que les raisons pour lesquelles on pensait que Maïga ne serait pas lié, hein, on avait notamment dit qu'il n'avait pas fait d'entraînement durant la semaine, à cause notamment de sa positivité au Covid-19 quelques jours auparavant, et que de le voir titulaire était quasiment improbable. On apprend en plus, Grenoble Forever, quand on voit la feuille de match, que Maïga n'est même pas dessus. Et donc que Maïga, n'étant pas dessus, le FC Metz vient avec un groupe de, finalement sur la feuille de match, de 19 joueurs et non de 20 joueurs. Et ouais, donc on était un peu étonné un petit peu, et puis on apprend finalement à la fin du match que Maïga savait, Metz et Maïga savaient depuis le samedi en fin d'après-midi qu'il serait absent en fait. Ouais. Donc après coup, assez étonné du coup, s'il l'apprend en fin d'après-midi, alors que le groupe sort 3 heures après à 20h, pourquoi le mettre dans le groupe? Certainement un coup de bluff, hein, je pense, du coup, pour essayer de piéger l'adversaire, parce qu'il n'y a que ça en fait, mais... Parce que finalement, ouais, c'est un peu la dernière idée, comme tu dis, c'était d'avoir fait du bluff par rapport à Brest et d'avoir un peu fait trotter dans la tête de Brest que Maïga aurait pu peut-être jouer sur le terrain, ce qui peut-être change les plans pour justement... Oui, parce qu'ils disent qu'à 17h, il savait que voilà, donc il n'a pas pris l'avion pour partir à Brest. Oui, parce qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, on le voit être carrément chez lui devant le match. Donc à partir de là, voilà, il y a eu du bluff qui a marché. Ce coup de bluff, on va dire qu'il a peut-être sacrifié un peu peut-être un Lacroix qui aurait pu prétendre à une place dans le groupe, mais le débat n'est pas là. Et au final, voilà. Ouais. Est-ce qu'au final, Metz n'a que 19 joueurs, donc peut-être qu'un joueur aurait pu effectivement intégrer ce groupe. En tout cas, finalement, ça a allégé le choix du milieu de terrain parce que on se retrouve donc avec le même milieu de terrain que la semaine précédente contre Nantes, hein, un milieu de terrain avec Matarsar et bien sûr Victorien Angban. Alors Angban central droit, Papé Matarsar plutôt central gauche. Hein. On reste un peu dans la même logique que sur les matchs précédents, avec cette idée Grenoble Forever que Matarsar, on veut le voir aller vers l'avant, vu ses qualités, et on va laisser à Angban peut-être le choix d'être un peu plus en retrait, avoir peut-être un rôle un peu plus défensif. Hein. C'était un peu ça l'idée. D'ailleurs, le fait d'aligner ce duo-là, et par exemple, de pourquoi on n'a pas vu un autre duo, je ne sais pas, un Papé Matarsar avec un Chipembe. Hein, spoiler de ce qui va se passer durant le match. Mais bon, c'est juste pour dire que l'idée d'équilibre au milieu de terrain, c'est à la fois d'avoir un Sarr un peu plus à l'avant, qui n'a pas forcément des grandes qualités défensives, un peu encore, et par contre, un Angban qui lui a pas vraiment de qualité offensive, notamment sur les derniers matchs, mais par contre des qualités défensives qui sont bien sûr un peu plus présentes. Bien sûr, Boulaya, comme d'habitude, dans son rôle de créateur où il peut faire ce qu'il a envie et laisser parler sa folie, hein, comme d'habitude, on le retrouve toujours dans ce rôle-là. Et alors là, c'était la question, Grenoble Forever, c'était devant. Parce que, évidemment, selon les informations, notamment de différents médias, Ambrose partait quand même avec une bonne avance pour être, à la pointe de l'attaque côté FC Metz, avec probablement sur son côté droit Lamine Gueye. Pour le poste de pointe, on se disait qu'il y avait aussi l'option peut-être de faire démarrer Wagner, hein, puisqu'au final, Wagner Diaz ayant commencé aussi certains matchs en tant que titulaire, peut-être dans l'idée toujours de lui permettre de retrouver du rythme en lui faisant faire pas mal de minutes. Finalement, on reste sur Thierry Ambrose. Je rappelle quand même que le choix de mettre Thierry Ambrose ou Wagner Diaz, c'est parce que Leia Iseka était suspendu. Hein, on l'a dit pour Kouyaté, mais Leia Iseka était aussi suspendu à cause d'un 3e carton jaune dans une période de 10 matchs. Et donc, tu prends Thierry Ambrose pour essayer, je dis bien essayer de peser sur l'attaque, sur la défense de Brest. Hein. Non, mais
Je m'attendais à la titularisation de Lamine Gueye, évidemment, je l'avais dit dans l'avant-match. Après, la question était de savoir entre Ambrose et Wagner. Donc Frédéric Antonetti n'avait pas bluffé en conférence de presse quand il disait que Thierry Ambrose allait peut-être avoir sa chance. Il l'a fait, et ça, entre guillemets, je comprends ce choix parce que, comme il a dit, il a un groupe de 20 joueurs et il veut concerner tout le monde. C'est la dernière solution qu'il n'avait pas essayé en neuf, c'était Thierry Ambrose en tant que titulaire, parce qu'il avait déjà été titulaire, mais sur un côté contre Lorient, parce que Boulaya était, je vous le rappelle, suspendu. Donc j'étais assez intrigué de le voir à ce poste. Ouais. Et après, tu disais, ouais, Gay. Ouais, tu disais Qui, aussi. selon le monsieur, je le rappelle, est son meilleur poste. Je vous le Oui, dis. oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est qu'il y avait cette question-là. Tu parlais aussi de la question de Lamine Gueye à droite. Là aussi, certains disaient, tu sais, pourquoi pas mettre Yad, qui est un peu plus sur une pente ascendante que Lamine Gueye quand tu regardes les matchs précédents. Même si on est sur de la rentrée en jeu assez souvent pour Yad. Bon, finalement, on reste dans la continuité de laisser en starter quelqu'un comme Gueye. Hein. On change pas à ce niveau-là. Hein. Bah, on change pas, oui, on continue à lui faire confiance. Bah, le dernier match, Gay était remplaçant, hein, C'est sûr. faut le signaler, c'était Wagner Izeka. Après, voilà, on considère que Yad, pour l'instant, est peut-être pas prêt forcément à commencer le match et qu'il impacterait plus en sortie de banc. On va en parler après, mais sur ce qu'il nous a montré, il impacte tellement en sortie de banc, un peu à la Bounassar il y a 4-5 ans en arrière, que tu as envie de le garder un peu au frais comme ça, puis pour sortir du banc, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que aujourd'hui, c'est un peu, on sent l'idée qu'il y a derrière les deux rôles un peu différents, un pour Gay et l'autre pour Yad. Et bon, pour l'instant, ça marche plus pour l'un que pour l'autre parce qu'il y en a un qui effectivement explose plutôt bien en sortie de banc, alors que l'autre en starter a pour l'instant un peu de mal durant les derniers matchs. Mais bien sûr, on va parler de tout cela dans la prochaine partie. Parce que la prochaine partie Grenade Forever, c'est de parler du match en général. On ira aussi par la suite parler des certaines actions, notamment des buts, hein, puisque donc ce match se termine sur le score de 2 buts à 4 en faveur du FC Metz. Rapidement, Grenade Forever, c'est quoi ton impression de la rencontre? Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre, de la physionomie du match? Qu'est-ce que tu en retiens, toi? Le dernier quart d'heure, absolument. Enfin, il y a un match dans le match. Je vais pas reprendre les mots de Frédéric Antonetti. Il y a une première mi-temps assez compliquée où t'es sauvé par un éclair de génie. Et une deuxième mi-temps, allez, 35-30 minutes où la physionomie change grâce à tes remplaçants et où c'est plus le même match. Ouais, parce que l'on soit d'accord, évidemment, on s'attendait à ce que Brest nous mette un peu la pâtée tu sais, dans le jeu de transmission. On sait que cette équipe de Brest, dans son jeu de transmission, elle est plutôt bonne. On l'avait dit en avant-match, on est sur une équipe qui, en plus, a une précision dans les passes assez importante. On est à seulement 7 matchs dans la saison où ils ont une précision de passe en dessous de 80%. D'ailleurs, sur ce match contre Metz, ils sont juste au-dessus de 80%, hein, à ses limites. Alors que Metz est une équipe qui, au contraire, a beaucoup de mal à être précis dans son jeu de transmission. Donc on savait que Brest allait mettre le pied sur le ballon et essayer de créer son jeu comme il a l'habitude de faire. D'ailleurs, quand vous regardez les stats, notamment de possession, hein, passe secret 62-38 pour Brest, on est effectivement dans ce niveau-là. Le nombre de passes aussi exécutées par Brest est aussi impressionnant. Tu disais une chose intéressante, c'est effectivement que la première mi-temps, et j'inclurai dedans peut-être les 10 minutes de la deuxième mi-temps. On a quand même un truc assez dommageable, c'est que, et c'était dit d'ailleurs par les commentateurs de Téléfoot, mais t'as le sentiment que dans cette équipe, il y a 3 mecs qui se démerdent devant en attaque, et t'as 7 pélos avec le 8ème qui est le gardien, qui derrière attendent, peut-être parce qu'ils ont peur des attaquants de Brest, ou des attaques de Brest plutôt. Et donc, offensivement parlant, et là je vous invite aussi à regarder notamment le relevé des actions de la première mi-temps, au final, t'es un petit peu, on va dire, tu tentes des choses, mais
tu sens pas que cette équipe de Metz est dans le même état d'esprit que Lyon. Tu sais, alors que Lyon et Brest, c'est un peu la même idée sur le fait que les deux équipes veulent mettre le pied sur le ballon et essayer de marquer, tu vois. Et tu ressens pas vraiment ça tu vois, en première mi-temps. Ils ont essayé je sais pas si c'était de la prudence ou comme ils avaient été tellement malmenés au match aller, ils ont voulu peut-être trop se rassurer défensivement et ça a en partie bien marché parce qu'on n'a pas vu une équipe non plus brestoise hyper flamboyante offensivement comme on les connaît. C'est en grande partie grâce au bon bloc défensif de Metz, même si malheureusement il s'est fissuré sur une de leurs rares occasions. C'est vrai. Et du coup, on en a pâti un peu offensivement et on n'a peut-être pas aussi eu un manque d'accompagnement un peu des milieux de terrain qui ont peut-être voulu être trop prudents. Pour un Papé Matarsar, entre guillemets, vu son jeune âge, ça peut peut-être se comprendre. Pour un Victorien Angban, si son collègue il voit qu'il est peut-être un peu trop prudent, c'était peut-être à lui justement de lui dire ou de prendre lui ses responsabilités. Ce qu'il n'a malheureusement pas encore fait. Donc c'était un petit peu dommageable. Et du coup, ça fait que tu avais tu avais ces deux lignes un petit peu, pas distendues, mais un peu loin les uns des autres, qui te permettaient pas forcément, sur tes peu de phases de transition que tu as eues, de faire aussi mal que tu avais pu faire mal, effectivement, comme tu as dit, à Lyon. Voilà. Ouais, et c'est vrai que tu le ressens effectivement dans la première mi-temps. Tu te dis, c'est vrai que pour débloquer la situation, ça va être assez compliqué. Alors, on va pas parler tout de suite des buts parce que j'aimerais qu'on fasse un focus sur les buts, tu sais, après le résumé général du match. Mais c'est vrai que la première mi-temps, donc offensivement très très faible, défensivement, et tu dis très bien, à part le but encaissé, on n'est pas forcément on n'est pas vraiment mis à mal par, tu sais, par Brest. On est juste préoccupé du risque offensif que peut représenter Brest. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, même nos milieux de terrain ont peur de monter et restent au niveau des défenseurs. Ou alors on peut le voir d'une autre façon, les défenseurs ne poussent pas, notamment les milieux de terrain, à monter, tu vois. À élever le bloc plus sur le terrain. Il y a deux analyses à avoir dessus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les milieux de terrain et les défenseurs sont restés très très bas. Et donc ça, c'est la première mi-temps. La deuxième mi-temps, Grenade Forever, on sent que on va repartir sur une situation similaire, d'autant que le deuxième but crée une situation compliquée. C'est que donc il y a un partout à la mi-temps puisque Honora, quand il marque, on égalise par Boulaya 4 minutes plus tard, donc la mi-temps est à un partout. Et la deuxième mi-temps commence 2 minutes après le coup de sifflet de la deuxième mi-temps avec Cardona, qui donc met ce deuxième but brestois, donc 2-1 pour eux. Et là, Metz est dans une autre logique. C'est-à-dire que maintenant, on est en deuxième mi-temps, donc ça devient urgent. Alors que quand tu es mené en première mi-temps, tu peux voir un peu la perspective, tu sais l'étaler et te dire, bon, j'ai le temps de revenir. Là, on est en deuxième mi-temps, Brest mène 2-1, et on se dit, mais ils pourront pas revenir Metz à nouveau avec un miracle comme le coup franc de Boulaya, tu sais, une nouvelle fois, quoi. C'est pas avec les trois pélos devant qu'on va... Et autant séparer par ce trou qui sépare les attaquants des milieux qu'on va pouvoir espérer revenir dans le match, quoi. Et finalement, Grenade Forever, faut qu'on en parle de ce moment clé pour moi. Le moment clé, c'est quand même cette fameuse 55e minute de jeu. Il y a deux changements qui sont opérés. Sortie de Lamine Gueye, qui a, on va dire, malheureusement, a pas été non plus, voilà quoi. Il a été un peu, je sais pas comment dire. En fait, il est offensivement, il a pas été extraordinaire offensivement. Même la frappe qu'il a en première mi-temps, tu sais, qui part, je sais pas où, est un peu compliquée. Et en plus, défensivement, le côté droit de Metz a quand même été un peu très embêté par Perrault. Et donc le fait d'avoir aligné Gay sur le côté droit pour essayer de gêner Perrault, au final, ça a été un peu, tu vois, pas un plan d'une totale grande réussite. Ce qui fait que Lamine Gay sort et tu fais rentrer Yad à la place. Surtout pour apporter un peu plus offensivement que Gay. Et là, le changement, Grenade Forever, l'élément qui évidemment m'a fait bondir. Alors, je sais que bondir de joie était un mot un peu énorme, mais vous savez que j'ai une relation très particulière avec Victorien Angban et sa façon de jouer au football. Le Neymar d'Abidjan qui sort et qui est remplacé par Warren Chipembe. Parce que Grenade Forever, il faut qu'on parle vite fait de Monsieur Angban, mais Monsieur Angban nous a quand même fait
comment dire, Monsieur Angban a un petit souci, c'est que quand tu dois revenir au score, c'est pas vraiment le joueur qu'Antonetti aime voir sur le terrain. On peut le dire quand même. Non, on peut le dire, il a du mal, hein. C'est un joueur qui offensivement n'apporte pas. Est-ce il ne sait pas le faire ou il ne se sent pas de le faire? Ça, Il a c'est peur de le faire. Il a peur de le faire. Ça, c'est voilà, c'est Il a une peur. question qu'on peut se poser. En tout cas, il ne le fait pas à Metz. Donc, il est intéressant que dans des situations voilà, où tu dois peut-être tenir un score ou que tu mènes. Bah, là, ok, il peut être intéressant. Mais s'il faut revenir au score, c'est vrai qu'avec ce genre de joueur, bah, c'est un peu problématique. Donc, puis c'est pas pour rien qu'il sort quasiment à tous les matchs où Metz est soit en difficulté, soit a envie d'aller chercher la victoire. Tout à fait. Et là, je vais illustrer tes propos. Et c'est pour nos auditeurs, c'est très important. Il y a 2 matchs cette saison, à ma connaissance, où Antonetti a fait le même coup qu'il a fait là contre Brest. Souvenez-vous, première journée contre Monaco. Metz est mené à 1-0. Metz est à 11 contre 10. Et Metz veut marquer. Et le milieu que Antonetti sort parmi tous ces milieux, Victorien Angban. Autre match, Corona Forever. Metz-Reims. Tu t'en souviens, on est à 1 partout et le match est quand même très décousu. On ne sait pas si on va réussir à vraiment marquer parce qu'offensivement, on est quand même pas très bien. Il faut l'avouer. Quel est le milieu de terrain que Monsieur Antonetti sort? Victorien Angban. Encore une fois, à chaque fois, parce qu'il y a cette problématique, le monsieur, offensivement, n'arrive pas à contribuer à la réussite de l'équipe. C'est à chaque fois pareil. Je veux bien qu'on dise qu'on critique à chaque fois le joueur, mais à un moment donné, même si le coach que tout le monde idolâtre en arrive à la même conclusion, c'est qu'il faut quand même considérer la chose, quoi. Et surtout, c'est qu'il fait rentrer donc Chipembe pour Angban. Chipembe qui d'ailleurs, Gonna Forever, se dit en passant, c'est pas que je suis pessimiste sur Chipembe avant qu'il rentre en jeu, mais on est quand même resté sur un Chipembe là aussi très timide sur son jeu offensif quand même. Tu sais, les matchs précédents où il rentre en jeu, notamment le match contre Bordeaux, je crois, où il rentre à la place de Maziz. Tu vois, on n'est pas non plus hyper rassuré quand on voit Chipembe rentrer à la place de Angban, tu vois, ce qui est logique. Ah non, mais on pouvait même peut-être s'attendre à avoir, je sais pas moi, je sais pas, peut-être un Boubacar Traoré ou Bien un sûr. choix, peut-être carrément un Youssef Maziz, à 2 profils, un Sar Maziz, 2 profils vraiment techniques et offensifs, quitte à tenter le tout pour le tout, ça m'aurait même pas étonné, hein, j'ai envie de te dire. C'est clair. Mais je suis content parce il reste entre guillemets fidèle à ses principes, Antonetti, c'est que il a foi en ses garçons et il aime bien relancer certains joueurs qui sont en difficulté. Il leur laisse beaucoup de chance, même s'ils n'ont pas forcément montré. Alors, il n'hésite pas à sortir des mecs qui lui donnent pas satisfaction, mais quand il faut relancer des mecs, il n'hésite pas non plus. Ce Tout qu'il à a fait. fait avec Chimpembe hier. Tout à fait, et il prend cette décision-là, donc de le faire rentrer. Il faut savoir qu'à partir de ce moment où il y a ces changements, jusqu'à la fin du match, on voit une équipe de Metz qui décide, et vous pourrez voir aussi, si vous avez l'occasion de voir les positionnements moyens des joueurs en question, regardez notamment la position de Chipembe, et vous la comparez par rapport à la position de Victorien Angban, le milieu de terrain, couplé avec la rentrée de Yad, couplé aussi avec la fameuse rentrée de Wagner, à la place de Thierry Ambrose à la 68e minute de jeu, fait que le bloc messin est beaucoup plus haut. Et alors le plus important, c'est que les milieux de terrain, cette fois-ci, font ce qu'ils n'ont pas fait durant les 50-60 premières minutes de jeu. Les milieux de terrain accompagnent les actions offensives des attaquants. On n'est plus seulement avec 3 mecs qui attaquent, on a cette fois-ci les 3 mecs offensifs qui attaquent, Boulaya avec Wagner Diaz et puis évidemment Yad, mais on a maintenant Papé Matarsar qui monte, qui tente des choses, et on a aussi Chipembe qui nous fait un peu ce qu'il avait fait contre Nîmes, Grena Forever, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas quand il a la balle à monter et même à prendre une frappe, tu vois, même si elle n'est pas cadrée, mais on sent une autre mentalité de l'équipe à partir de ce moment-là, tu vois.
Et on se dit, mais en fait, ça peut, tu vois, la situation peut se renverser parce que, ouais, les milieux de terrain, notamment, sont beaucoup plus impliqués et ont moins peur, je dirais, d'aller vers l'avant et de se projeter effectivement vers l'avant. Alors c'est vrai que on en parlera aussi par la suite sur l'histoire du but, mais Sarr permet à Mm. Metz d'égaliser, tu sais, dans le 2 partout. Il faut noter une chose importante, c'est que Metz égalise à 11 contre 10 à ce moment-là, puisque Perrault sort du terrain lors de l'arrêt juste avant l'action qui va mener au but justement. Et donc pendant ce temps-là, à Brest, on prépare entre guillemets des rentrants, potentiels rentrants, et forcément que malheureusement, ça met beaucoup de temps. Et l'action qui effectivement suit la sortie de Perrault, ça aboutit au but de Metz, qui vient du côté de Perrault. Il faut le noter, Grenat Forever. Ça vient du côté de Perrault, hein. Donc forcément, on peut peut-être voir un petit lien, tu vois, de cause à effet. Et donc effectivement, donc on en parlera après, mais effectivement Metz qui égalise à ce moment-là. Et puis finalement, ce qu'on observe durant la suite de l'apport des rentrants, 55e, 60e minute de jeu, 68e avec la rentrée de Wagner, va se confirmer jusqu'à la fin du match et on va réussir à marquer le troisième et puis le quatrième but sur penalty de Wagner. En tout cas, ce qu'on peut dire Grenat Forever, c'est que on est d'accord que sur ce match, ce qu'il faut retenir, c'est que pendant 60 minutes, ça a été la peur qui s'est installée côté messin, pas forcément la peur la peur de prendre un but en fait, quasiment. Tu vois, de prendre un but de cette équipe de Brest. Finalement, une peur balayée par notamment l'entrée des remplaçants qui ont changé totalement la physionomie du match dès l'heure de jeu. Ah, mais clairement. Là, je sais pas si c'était forcément de la peur, je dirais plus de la prudence que de la peur. Oui, bah, tu m'as compris, c'est-à-dire de faire. Quand on a de la peur, Ouais. tu perds de la peur. J'ai pas trouvé une équipe qui perdait ses moyens parce que tu avais toujours cette sensation d'un bloc qui était relativement bien en place. Ça, Antonetti l'a dit, hein. Il a dit on était présent, mais on était un peu passif. Ouais, mais t'as raison, le mot prudence, c'est effectivement meilleur. T'as raison. Voilà ce qu'il a dit, hein. On était présent, mais on était passif. Puis après, le match a complètement tourné. Chimpembe t'a apporté de la verticalité que tu n'avais pas avec Victoria Angban. Donc voilà, après, Wagner fait quand même une assez bonne rentrée à la place de Thierry Ambrose. Il y a l'aspect remontada qui est aussi un peu important, enfin plutôt renversement plutôt que remontada. C'est pas habituel, tu sais, à Metz d'avoir un renversement si brutal parce que là, on parle pas seulement de. Vous vous rendez compte quand même qu'on a mis 3 buts En un quart d'heure. en un quart d'heure. Vous vous rendez compte, Et c'est improbable. À 2-1, c'est impossible de penser ça. Déjà, 2-1, déjà que l'égalisation Grenat Forever est déjà presque inespérée. Parce que bon, le coup franc, Mais on peut en parler encore des temps, mais après le deuxième but, tu te dis, mais comment tu vas revenir, quoi? Avec un miracle? voilà, comment tu vas revenir. Tu te dis, t'espères au moins prendre un point. Ouais, c'est ça. Parce qu'à 2-1, j'aurais pas voulu rester en fait sur cette erreur d'Alessandro Kidja. C'est vrai. Je voulais pas après que le match se résume à cette erreur d'Ukidja, donc je suis bien content. Mais tu sentais déjà quand il y avait les entrées en jeu qu'on était bien et que je sentais qu'on pouvait quand même égaliser. Ouais. Donc, mais de là à faire ce qui s'est passé après. Alors après, il y a aussi le fait que Brest s'est aussi en partie liquéfié. Ce qui est un peu étonnant, mais qui se liquéfie physiquement, c'est un peu de la faute de Dalloglio qui fait pas forcément les changements adéquats à des moments peut-être opportuns du match. Mais c'est grâce à nous aussi. Mais ça, tant pis pour lui. Puis après, oui, on avait le bloc beaucoup plus haut, donc forcément, tu prends le pas physiquement, les Brestois reculent. Mais le dernier quart d'heure, c'est incroyable. Le nombre de ballons récupérés, Ouais. Non, mais franchement, quand tu restes sur cette impression-là, tu te dis, c'est dingue. Hein. C'est des jeunes minots, hein, avec quasiment pas de match de. Voilà. Papé Matarsar, 18 ans, premier but en Ligue 1. Chimpembe, quasiment pas non plus de réelle référence en Ligue 1 par cette année. Je parlerai même pas de Papé Ndiagayade. Ouais, bah oui. Non, mais c'est bien d'avoir cet apport effectivement des jeunes qui
qu'on avait déjà dit, Grenoble Forever, lors de. Faudrait que je retrouve, je crois que c'est le débrief du match contre Rennes, où on avait dit que on avait un peu du mal avec. Et alors, Rennes et aussi, je crois, Bordeaux, on avait dit que l'apport des joueurs de banc était compliqué quand même, tu vois. On disait que putain, le banc, ils ont du mal à. Les joueurs de rotation qui sont titularisés, ils ont du mal à, tu vois, à vraiment peser sur les matchs. Et là, par contre, ils sont totalement pesés et renversé le match. Et donc, c'est vrai que tu restes un peu sur l'idée que tu as de la fin de rencontre, tu sais, face à Lyon, quoi. Tu vois? Face à Lyon, t'as même contre Nice, c'était les rentrants t'ont Oui, apporté exactement. quand même, T'as raison, t'ont Nice aussi. apporté ah, peut-être il y a avec un peu moins d'occasions franches, mais t'ont quand même apporté du peps et ça a permis de revenir au score, même si c'était peut-être un peu plus poussif Hmm. dans les intentions, mais Bah, t'as vu une différence, quoi. Entre, il y a un avant et un après, quand tu prends Nice, notamment, effectivement, Nice, il y a un avant rentrée des joueurs et un après, quoi. T'as raison, hein, c'est... non, mais c'est bien de pouvoir compter sur des remplaçants quand t'arrives pas forcément à faire la différence avec tes titulaires. Ouais. Ça prouve que le groupe est concerné. Ce qui d'ailleurs est un vrai problème pour certains titulaires qui, à mon avis, commencent un peu à sentir que la terre, tu vois, tremble en dessous de leurs pieds, hein. On parle bien sûr d'un milieu de terrain comme Victoria Angban, voire même on commence à parler beaucoup d'interrogations sur Lamine Gueye, hein. Alors c'est pas rédhibitoire, hein, mais attention, attention quand même. C'est vrai que il y a les jeunes qui sont sur le banc poussent et de plus en plus. Je te laisse même pas imaginer, Grenade Favre, ce qui va se passer, bien sûr, quand Pajot va revenir. Déjà que Maga doit revenir pour le prochain match contre Montpellier et que déjà la question de qui va sauter au milieu de terrain va se poser. Hein, alors qu'elle aurait pas forcément peut-être pu se poser il y a de cela quelques Je pense matchs. que Maïga sera pas forcément là mercredi, moi. Ah, C'est mon avis. mais c'est un autre débat. Mais bon, en tout cas, Un autre débat. mais par la Ça suite, ne fera que retarder l'échéance, on voilà, connaît tous. Mais, l'échéance inévitable qui va pousser malheureusement un joueur peut-être à côtoyer le banc de touche. En tout cas, Grenade Forever, c'est pour dire que voilà, le match a été pas simple, deux temps dans ce match, et donc les Messins ont réussi à renverser la rencontre. Vous avez bien sûr pu avoir toutes les statistiques, certaines statistiques détaillées, et également récapitulatives de toutes les actions du match, bien sûr. N'hésitez pas, si vous voulez, les consulter. On va aller sur un point, Grenade Forever, c'est l'analyse de certains buts de ce match. Notamment, j'aimerais que l'on parle, tu sais, du premier but marqué par nos amis brestois. Alors, ce premier but est assez intéressant, Grenade Forever, parce que on avait dit que Metz avait, notamment avec la titularisation de Kouyaté depuis quand même quelques matchs, était une équipe qui déjouait énormément, tu sais, les adversaires sur la question des centres. On avait notamment dit, tu sais, à l'issue du match contre Montpellier, à l'issue du match contre Lens notamment, que voilà, les équipes en face arrêtaient pas de se centrer comme des dingues, Lyon également aussi d'ailleurs, qui arrêtaient pas de se centrer comme des dingues, mais à chaque fois, ils n'arrivaient pas à trouver dans la surface de réparation, bah, tu sais, leur cible en fait, et à transformer cela en action de but. Et donc nous, on était contents, on se dirait, ça y est, on a réglé le problème. Euh, Sauf que quand tu vois ce premier but de Grenade Forever, et je pense que tu as pu le revoir, tu sens quand même qu'il y a un petit souci, parce que comment tu expliques toi que... Alors le centre vient de Perrault, déjà quand tu as un piston droit plus un ailier droit, que Perrault puisse centrer, et je te garantis que quand tu vois la distance entre Perrault et 111 et Perrault et Lamine Gueye, tu te dis déjà comment est-ce que le mec fait pour avoir autant de distance pour centrer. Ça t'a pas choqué, toi, d'avoir trois joueurs de Brest à l'entrée de la surface de réparation sans marquage et d'avoir Sarr qui se mêle aux défenseurs centraux de Metz, Angban qui est carrément qui est devant les trois Brestois. Mais toi quand tu vois ce premier but de Grenade Forever, ce but de Nora, tu te dis mais c'est quoi ce bazar au niveau du marquage, quoi? ouais, j'en veux plus au niveau du marquage, parce que Perrault puisse centrer. Ah, c'est dérangeant, mais vu là, je trouve que les Gay et Santon ont fait du assez bon boulot sur lui en première mi-temps, même si sur cette action-là en question, ils n'étaient pas forcément loin.
Mais le marquage, c'est cet éternel débat. Cette action-là, on l'a eu contre. Je sais plus quel match où il y a un centre comme ça, qu'il n'y a personne qui a la retombée du ballon et on se prend un but. Le match va peut-être me Bah Paris, revenir. hein, Paris par exemple. Hein. Ça doit être Paris, mais encore, Paris, c'est une action où les milieux ne reviennent pas, reviennent en marchant. Et Alors que là, là, ils sont à la surface, les milieux. Ils sont à la là surface, c'est vrai. ils sont dans la surface. Ouais. Pour moi, c'est que ça. Voilà. Il y a la responsabilité peut-être des défenseurs centraux, à un Boy ou un Fofana, de dire à un Papé Matarsar de monter sur le porteur du ballon ou au moins de le gêner. Ce qui me fait penser à l'action suivante où 111 ressort sur le porteur, frappe de loin qui est complètement dévissé, je sais plus de quel Brestois, mais le fait que 111 sorte sur le porteur, ça gêne le Brestois Ouais. en première mi-temps. Et après, oui, Angban. Le fait qu'Angban, c'est pas la première fois, hein, les matchs les matchs où il y a les buts contre Lille et contre Paris, et on lui avait un peu tapé sur les doigts. C'est à lui de se mettre, c'est au milieu défensif de se mettre normalement à un des deux milieux défensifs, si l'autre veut coulisser avec sa défense, de se mettre devant la surface de réparation aux 18 mètres, au cas où si sur un deuxième ballon, il y a un mec qui frappe. Ça, c'est le b.a.-ba, ça. C'est clair. D'autant que tu sais qu'on a Forever, dans l'image arrêtée que les auditeurs verront, mais on a quand même deux joueurs de Brest qui sont dans la surface de réparation. Donc que les centraux soient autour de ces deux Brestois, c'est pas choquant en soi. C'est une très très bonne gestion Mais du que cadre. les centraux soient, parce que d'ailleurs, ils la sortent de la tête. Hein. Bah, c'est Broad Alors qui que- malheureusement fait aussi une erreur dans l'action. Ah bah sa tête, il doit la mettre sur le côté, hein, Et pas comme dans on dit, l'axe. pas dans l'axe. C'est clair. Même si c'est dans le fait du jeu, donc tu dégages comme tu peux, bon, c'est dans l'axe, voilà. Mais le problème, c'est à la retombée du ballon. Putain, trois Brestois qui sont seuls à l'entrée de la surface. T'as un T. Alors, il est jeune, certes. Il a peut-être pas comment dire, les qualités défensives ou de réflexion défensive par rapport à l'adversaire. Donc, on peut éventuellement un peu l'épargner à ce niveau-là. Mais putain, il y a Victorien Angban qui est au FC Metz depuis 2018, été 2018, il te laisse encore 3 mecs dans son dos libre de tout marquage, quoi. Certains vont peut-être me dire Boulaya, parce que Boulaya, il est juste, tu sais aussi... alors Boulaya, il a les 3 Brestois qui sont devant lui, pour le coup. En fait, tu sais, Boulaya, il est un peu plus en retrait. Mais bon, on en viendrait dire, ouais, en fait, c'est le meneur de jeu qui doit revenir marquer les 3 Brestois qui sont seuls, et pas un des deux milieux pivots. Bah, c'est quoi ce truc, tu vois? Non, mais puis c'est très problématique. Donc en tout cas, il y a cette action qui pose problème parce qu'encore une fois, c'est qu'il y a certains matchs cette saison où les centres en retrait aboutissent très souvent à des actions dangereuses. Je rappelle quand même que le but que l'on prend contre Nantes, Gona Forever, c'est encore une fois c'était Kolo Muani qui se sort du marquage de son vis-à-vis et qui, encore une fois, libre de tout marquage, le mec prend la frappe, tire à bout portant, carrément au niveau entre le point de pénalty et l'entrée de la surface de réparation, il fusille Okidja. Vous vous rendez compte quand même que les derniers buts, parmi les derniers buts encaissés par Metz, combien de buts ont été marqués par des coups de fusil en fait, quasiment dans Okidja, quoi. Et Okidja peut quasiment rien faire à chaque fois. Enfin là, bon, sur la frappe d'Honora, il est un peu masqué, en plus elle passe sous les jambes du... C'est une belle frappe, mais il y a un petit peu de... Enfin, pas de chance, mais... Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais bon, le fait est qu'il peut prendre la frappe sans... mais oui, sans voilà, se c'est gêner, le quoi. fait, c'est que il y aurait dû avoir un Messin dans cette zone, peu importe lequel, hein, mais juste le fait d'embêter au deuxième ballon, ça aurait permis peut-être que la frappe soit contrée ou ne serait-ce pas cadrée. Et d'ailleurs, le joueur qui sort le premier sur Honora quand il veut frapper, c'est ni Sarr ni Angban, mais c'est Udall. Hein. C'est pour te dire que les milieux de terrain sont en retard sur ce premier but brestois. Tu vois, donc quand même, il y a des enseignements à avoir. Mais j'aimerais revenir vite fait, Grenade Faveur, sur le troisième but. Et là aussi, qui nous vient... Quand vous regardez le positionnement des milieux de terrain, vous avez un Chipembe qui est haut, vous avez surtout un Matarsar qui, lui, monte la balle très très haut, trouve à travers une passe qui en plus élimine deux joueurs de Brest, Wagner Diaz, et Wagner Diaz qui derrière contrôle et la met en profondeur pour Yad, et Yad qui effectivement s'en va derrière tromper
tromper l'Arseneur et donc qui permet à Metz effectivement de mener 3-2. Là par contre, enchaînement parfait Grenade Forever. Là il n'y a pas le milieu de terrain qui amène à l'attaquant de pointe, parce que Wagner était un peu rentré comme attaquant de pointe, qui lui, un peu en mode pivot, contrôle, la remet pour l'ailier droit, à savoir Yad, en profondeur, et Yad qui va tromper l'Arseneur. Là, on aimerait voir plus souvent des buts comme ça, surtout quand c'est amené par quelqu'un d'autre que Boulaya en plus, parce que là, c'est pas Boulaya qui amorce l'action. Non, mais tout est beau dans cette action-là. Ça part de Fabien Santos, donc j'irai même plus loin, ça part du latéral. Ouais. Ça va en fait de toutes les lignes, du latéral au milieu, qui joue sur l'attaquant en pivot, sur la passe donnée dans le bon tempo en 2 touches de balle. Yad qui a la lucidité de mettre un plat du pied alors que peut-être d'autres auraient mis une pointard qui se serait levée dans le ciel brestois. Lui, il a la lucidité de mettre un plat du pied. Tout était magnifiquement bien fait dans cette action. Alors peut-être que le marquage brestois laisse un peu à désirer. Certes, mais l'action est belle, hein, franchement. Et puis faire ça à 83e minute. Ça revient sur ce qu'on disait sur l'apport des rentrants. Hein. Wagner pour Yad, bon voilà quoi. Mais surtout l'impulsion qui vient du milieu de terrain, Pape et Matarsar qui amène la balle. Ouais, tu vois, c'est. Physiquement, t'as l'impression on leur a complètement marché dessus surtout à partir de l'entrée de Wagner à la 65e où là, t'as l'impression que physiquement, ils étaient complètement à la rue les Brestois. Ouais, ça se ressent sur le 3e but. Hein. Ce qui prouve encore qu'on a l'une des équipes peut-être les mieux préparées physiquement du championnat parce que le nombre de matchs où on prend le pas physiquement en ce moment depuis ce passage à 5 sur nos adversaires, c'est quand même assez phénoménal. Hein. C'est clair, tu as entièrement raison. On a fini sur l'analyse des buts. Rappel rapidement de ce qui se passe au niveau du classement Grenade Forever. Le classement donne un FC Metz à l'heure actuelle à la 6e place. Qui l'eût cru, évidemment, en avant-saison que le FC Metz serait à ce niveau-là. Hein. Assez bluffant. Donc c'est vrai qu'au niveau de la différence de points par rapport aux concurrents directs. Alors pour l'instant nos concurrents directs on va les considérer en dessous de nous, on va pas considérer ceux au-dessus de nous pour l'instant, même si on va en parler rapidement, mais en tout cas par rapport à la première partie de tableau, Metz c'est voilà dans cette concurrence pour tu vois la première partie de tableau, notamment avec des équipes comme Lens, Angers, Marseille, Bordeaux. Toutes ces équipes-là se tiennent avec le FC Metz en 2 points. Donc la concurrence est évidemment très serrée pour la première partie de tableau. Et c'est vrai qu'on voit une petite différence entre le 10e et le 11e, entre Bordeaux et Montpellier, puisqu'il y a 4 points d'écart entre ces deux équipes. Et donc forcément que quand on regarde les autres résultats de cette journée, et on se rend compte qu'une équipe comme Marseille, qui n'a pas pu jouer, donc effectivement, n'est pas dans une situation très simple pour remettre un coup de pression dessus. Et sinon, il faut retenir Bordeaux qui a perdu contre Lyon, qui était un frein bien sûr, et Montpellier qui a perdu contre Lens 2-1. Juste pour information, Grenade Forever comme ça, on est accessoirement à 2 points du 5e. Bon. Oui, sûrement. On fait quoi? Est-ce qu'on dit juste l'information qu'on est à 2 points du 5e ou... Oui, on va dire que ça. Non, mais on peut le dire, hein, c'est inouï, donc c'est... Ouais. On a 2 points du 5e, normal, place européenne. C'est normal, quoi, voilà. Alors c'est vrai qu'on avait fait une boîte à questions où on disait effectivement que les 5 premiers... donc le 5 premiers où la Coupe de France te permettait d'aller en Coupe d'Europe, j'ai noté aussi une chose, c'est que si jamais le vainqueur de la Coupe de France est déjà européen, la 6e place devient européenne. Ah oui. C'est ça. Donc, pour l'instant, nous sommes européens si jamais le vainqueur est parmi les 5 premiers, tu vois. Donc, si le vainqueur de la Coupe de France est parmi les 5 premiers. Donc, on va pas s'enflammer, bien sûr. Hein, pour l'instant... On regarde encore ce qui se passe en dessous de nous. Hein. Ça ralentit un peu autour de la 15e, 9e place, tu vois. Ça ralentit un peu à ces eaux-là. Le bas de tableau aussi, ça a beaucoup de mal. Donc, méfiance.
mais en tout cas, c'est une bonne information à relever. On va terminer Grenade Forever par les tops et flops si tu veux bien. Quel est ton flop de la rencontre? Victoria Angban. J'aime bien quand tu dis Victoria Angban, bien sûr. Non, mais il était inconcevable de mettre Alexandre Oukidja pour son erreur. Pour moi, c'est inconcevable. Non, Victoria Angban, pour un mec en fait de sa stature et vu le prix qu'on l'a payé, on doit et on est en le droit de demander à voir beaucoup mieux de ce joueur-là. Mais force est de constater qu'on le répète quand même depuis beaucoup de semaines. Trop de On a semaines. malheureusement toujours les mêmes discours de semaine en semaine. Donc ça veut dire qu'au final, peut-être qu'il a atteint son plafond de verre et que il ne peut pas nous apporter plus. Donc est-ce que c'est nous qui en demandons trop ou lui qui ne peut pas apporter, qui n'arrive pas à apporter? Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais c'est insuffisant d'un joueur de ce calibre pour un club comme nous. Bah ouais, c'est très très embêtant pour quelqu'un comme lui. Tu l'as très bien dit. Bon, je sais que certains disent qu'on est trop sévère avec lui. Bah, Non. le gars, il est quand même au FC Metz depuis l'été 2018. C'est pas Pape Matar Sarr en termes même Chipembe en termes d'expérience Ligue 1 qui sont un peu plus faibles. Je veux dire, le gars est quand même là depuis bientôt 3 ans qu'il sera là au club. On attend de lui, parmi les joueurs, notamment du milieu de terrain et même de l'ensemble, d'être quand même un peu un leader, quoi, tu vois. Un leader, mais sauf que malheureusement, en plus, il est désavoué par Antonetti. Comme il est sorti, comme il a été à la 55e. Encore une fois, il a déjà été désavoué lors des matchs où justement Metz devait marquer. À chaque fois que Metz doit marquer, et ben Antonetti sort en banc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, chaque semaine, je dis que je peux pas, à un moment donné, défendre le mec qui veut pas aller vers l'avant. Et en plus, Antonetti confirme les dires à chaque fois, en fait. Donc, moi, ouais, je vais aller sur ton flop. Et juste, une dernière chose par rapport au flop, j'ai vu que certains étaient un peu énervés de la performance d'Ambrose. Je tiens quand même à préciser que Ambrose a accessoirement quand même tiré 5 fois au but durant ce match. Et que Ambrose, alors certes, on a fait trop, à mon sens, il a beaucoup plus joué pour sa tête que pour le collectif, mais il a quand même plus tiré au but que Leia Iseka durant les 4 premiers matchs de l'année 2021. C'est vous dire que ceux qui le mettent en flop, c'est un poil exagéré. Ok, ça mérite pas d'être un top, loin de là, parce que le mec est pas réaliste, voilà, mais il a quand même voulu se donner pour le match quand même. Pour sa pomme aussi, mais il a quand même voulu se donner pour finalement, et donc le sanctionner par un flop, c'est pour moi assez exagéré, tout comme tu l'as très bien dit, Oukidja qui à mon sens mérite absolument pas d'être considéré comme un flop. Au niveau des tops Grenade Forever, quel est ton top de cette rencontre? C'est complicado là. Ah, il faut que tu fasses un choix, hein. C'est dur, je sais, c'est dur. J'ai envie de récompenser. J'aime bien récompenser jamais les mêmes joueurs. Ah, donc je sais qui c'est que tu vas dire. Donc je vais aller sur Warren Chimpembe. Oula, attends. Tu récompenses les remplaçants. J'ai envie. Oui, on va pas dire Farid Boya toutes les semaines. J'aurais pu mettre Mathieu Edol, que j'ai trouvé très intéressant. Il y a un autre petit jeune qu'on aurait pu dire aussi. Bah oui, non, mais Pape Matar Sarr, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de récompenser Warren Chimpembe, moi. C'est 30 minutes, son porteur d'espoir. Il a apporté de la verticalité dans le jeu que Metz n'avait pas eu pendant 55 minutes. Donc pour ça, c'est un top. C'est peut-être pas le top de la rencontre, mais c'est mon top à moi. Bon, en tout cas, dans les commentaires, dites-vous ce que vous en pensez de cette réflexion de Grenade Forever. Bon, moi, évidemment, je vais mettre Boulaya, parce que si l'un de nous deux met pas Boulaya, on va se faire taper dessus. Donc, je vais évidemment mettre Boulaya. Le problème, c'est qu'on le met toutes les semaines. Donc... Je sais, mais il faut à un moment donné, quand même, qu'on ait un peu, quand même, des pieds sur terre, quand même. Je veux dire, Boulaya égalise dans un contexte de match très compliqué. Je veux dire, s'il met pas le coup franc qu'il met, et s'il est pas en train de surnager alors que ses compères autour de lui vont pas toujours dans le même sens que lui, tu sais, dans la façon de jouer. Je pense que ça a été aussi dit lors du match par les commentateurs. Mais il égalise d'une manière assez incroyable, te permet encore de croire que ouais, tu peux espérer autre chose qu'un match nul.
Et il essaie de se démerder quand il voit qu'un gars a beaucoup de mal, qu'un Ambrose joue un peu pour sa pomme et n'arrive pas à être réaliste. Bon, il y a quand même eu un leader offensif sur ce match, ça a été Boulaya, et pas seulement pendant 30 minutes comme certains rentrants ont pu l'être. Tu vois, comme Yad. Donc je vais effectivement mettre Monsieur Boulaya. Je n'oublie pas bien sûr que Matarsar est aussi une option hautement valable pour être un top du match. Hein. Donc ceux qui vont mettre Sar, bien sûr, je vous comprends entièrement. Et c'est aussi un top qui peut se défendre, selon moi. Grenat Forever, nous avons fini ce long débrief de la rencontre entre Brest et le FC Metz, cette victoire 4-2 en faveur des Messins. Tout ce que je peux vous dire à ceux qui nous écoutaient, c'est encore, voilà, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre top et flop de la rencontre. Bien sûr aussi à vous abonner, ce n'est pas déjà fait, à notre chaîne YouTube. Hein. On se retrouvera probablement très très rapidement pour l'avant-match de la rencontre qui va nous attendre, à savoir ce Metz-Montpellier. Vous aurez tous les éléments du match, bien sûr, lors de cet avant-match. Et puis, bien sûr, il y aura la boîte à questions qui va tomber normalement jeudi matin. Donc, on répondra à certaines questions que vous avez posées à travers tous les réseaux sociaux de la Maison du Grenat. Et tout ce que l'on peut vous dire, c'est portez-vous bien. Merci Grenat Forever, presque oublié de te remercier. Oh merci à toi surtout. Merci. Et les autres, voilà, portez-vous bien. Comme d'habitude, faites attention dans ces heures pas si faciles. Et allez le FCMS.